Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Actualité politique en sommeil aujourd'hui en France. Le compte à rebours des élections législatives est engagé. Les candidats reprennent leur souffle. C'est à l'étranger qu'il se passe des choses intéressantes. Et d'abord, en premier lieu, la crise du dollar. Il faut se rendre à l'évidence, la dévaluation du dollar, il y a une quinzaine de jours, n'a apporté aucun remède à la crise des monnaies. Après quelques jours de répit, l'agitation a repris au contraire de plus belle aujourd'hui sur les principaux marchés européens, et tout particulièrement en Allemagne. Pour compenser la ruée sur le mark, la Bundesbank a dû acheter près de 3 milliards de dollars, dont 1 milliard en moins d'une heure. C'est un record dont nous parle notre correspondant permanent à Bonn. Le voici. Avec la dévaluation du dollar, l'on s'attendait ici à une plus longue accalmie dans la tempête monétaire. Il n'en est donc rien. Et la crise est revenue avec les fous du carnaval qui vient de débuter aujourd'hui en Allemagne et qui met traditionnellement les activités économiques en sommeil jusqu'au 7 mars. Carnaval ou pas, c'est près de 2 milliards de dollars que la Bundesbank a dû éponger aujourd'hui pour soutenir la monnaie américaine. À Bonn, c'est l'incertitude quant aux mesures à prendre face à cette nouvelle flambée spéculative. Le flottement à neuf des monnaies européennes semble hors de question avant la fin des élections françaises et les Britanniques, dont le Premier ministre est arrivé cet après-midi à Bonn, ne sont toujours pas en mesure de se décider dans ce sens. Au-delà de la fermeture de la bourse aux devises de Francfort, la solution la plus immédiate et la plus simple, la moins européenne aussi, reste donc un flottement isolé du mark avec perspective de réévaluation. Les spéculateurs auront-ils donc enfin raison du mark? C'est la question que l'on se pose ici alors que le ministre des Finances, M. Schmitt, l'homme qui s'est opposé de toute son énergie à de semblables mesures, est à l'hôpital pour une opération de la thyroïde et que son remplaçant, M. Friedrich, a démenti tout à l'heure toute solution isolée à la crise. Dans le même temps, par la bouche de M. Volcker, les Américains affirment que la parité du dollar ne bougera plus. Alors, à Bonn, l'on ne se fait aucune illusion, le mark est à nouveau aux premières lignes. Bonn, Michel Meyer, 24 heures sur la une. Oui, précisons un peu les choses à propos des Américains. Ils restent optimistes malgré la position critique du dollar en Europe. Comme le disait notre correspondant, le sous-secrétaire d'État au Trésor, M. Volcker, a déclaré cet après-midi que la situation monétaire dans son ensemble s'était améliorée et qu'il n'était absolument pas question, dans l'immédiat, de dévaluer à nouveau le dollar. En faisant chacun de leur côté un geste de bonne volonté, les Américains et les Nord-Vietnamiens ont permis l'aboutissement cet après-midi de la conférence internationale sur le Vietnam. L'acte final a été paraphé sans aucun amendement, et cela après qu'Hanoï ait annoncé la libération de 142 nouveaux prisonniers américains. Thierry Tsitivaux. S'il n'y a pas d'amendement, il y a cependant des réserves, et je crois pouvoir les résumer en citant le représentant britannique. Aucun document, a-t-il dit, aucune parole, en fait, aucune conférence internationale ne peut assurer le maintien de la paix au Vietnam. L'avenir de la paix dépend surtout des conditions sur le terrain. Commencée à 16h30, cette troisième séance de la conférence internationale s'est terminée 1h05 plus tard. Entre-temps, l'acte final, qui comporte 5 pages, avait été paraphé par les ministres des Affaires étrangères des 12 gouvernements. Il ne reste donc plus qu'à signer l'acte, signature qui engagera formellement tous les participants. Les différentes délégations, et en particulier celles des États-Unis et du Nord-Vietnam, ont dû bien sûr trouver des compromis. Les États-Unis et leurs alliés, par exemple, ont accepté que le GRP soit considéré comme participant à part entière de la conférence, sans pour cela le reconnaître, tandis que le Nord-Vietnam et les autres pays communistes ont renoncé à réclamer que la conférence internationale ne puisse être reconvoquée par la moitié au moins des 12 gouvernements. On ne peut dire qui a gagné ou perdu. À cette question, d'ailleurs, le porte-parole du GRP a répondu « c'est la paix qui a gagné ». Tout le monde se montre donc satisfait de cet acte final qui comporte un préambule et 9 articles. Le préambule mentionne par ordre alphabétique tous les noms des gouvernements participant à la conférence. Dans le premier article, les gouvernements approuvent l'accord de paix du 27 janvier et les 4 protocoles annexes. Ce qui est important dans les autres articles, c'est que la Commission internationale de contrôle et de surveillance présentera ses rapports aux 4 belligérants. En cas de violation importante du cessez-le-feu, l'organisme de recours que réclamait, vous vous en souvenez, le Canada, sera la conférence elle-même qui pourra de nouveau se réunir. Pour la convoquer, les États-Unis et le Nord-Vietnam, ou 6 au plus des participants à la conférence. L'ONU aura quand même un rôle à jouer, c'est précisé dans l'article 4. Les 4 belligérants pourront présenter leur rapport au secrétaire général. Cet accord n'est pas un accord de paix. Tout avait été réglé le 27 janvier
lors de l'accord sur le cessez-le-feu et le rétablissement de la paix au Vietnam. C'est une simple garantie qu'accordent les grandes puissances. Et certains pays, comme le Canada, ne se considèrent pas liés ou se considèrent liés que tant qu'ils resteront au sein de la CICS. Et je crois que ça, c'est important. Signature de l'acte final, donc, demain matin, avenue Kléber. Après le Vietnam, le Proche-Orient paraît à son tour à la recherche d'une solution de paix. On en veut pour preuve, en tout cas, les récents mouvements diplomatiques entre les pays arabes, l'Union soviétique et les États-Unis. Même impression en ce qui concerne la rencontre à Washington entre Mme Meir et le président Nixon. Le Premier ministre israélien souhaiterait, dit-on, obtenir le maintien de l'aide militaire américaine afin d'aborder d'éventuelles négociations avec ses voisins arabes en position de force. Les élections en Irlande du Sud ont été marquées par une forte participation. Les résultats seront probablement connus dans la soirée. Le calme est revenu à Cotonou, la capitale du Dahomey, après les incidents d'hier soir. Des éléments jugés irresponsables par le gouvernement du commandant Kérékou ont mené des manifestations hostiles à la France. Ils ont notamment brisé les vitrines du Centre culturel français à Cotonou. À la manière de leurs ancêtres, 400 guerriers d'une tribu de Sioux se sont révoltés aux États-Unis dans un village du Dakota du Sud. À première vue, cette affaire a quelque chose d'anachronique. Mais en réalité, elle ne fait que rappeler à l'opinion publique américaine un problème social qui est toujours d'actualité. Les Sioux ont pris une dizaine d'otages et ils sont assiégés par les policiers du FBI. Ladislas de Hoyos. Retranchés dans une église de Wounded Knee, les Indiens Sioux refusent de rendre les otages qu'ils détiennent depuis 48 heures. 11 otages habitants du village. Ils sont armés de fusils et de pistolets mitrailleurs et pour se procurer vivres et munitions, ils ont pillé des magasins. Ils sont à 2 contre 1, 200 insurgés contre une centaine de policiers du FBI qui ont cerné le village et ont acheminé des automitrailleuses blindées. Pour protester contre la discrimination raciale dont ils sont victimes, ils sont décidés à résister à tout assaut des forces de l'ordre. Voici ce que dit leur chef. Nous ne retenons pas d'otages, ce sont des prisonniers de guerre. De notre part, ils ne risquent rien, mais le danger existe si la troupe décide d'attaquer. Les insurgés ne céderont pas tant que les autorités n'auront pas accepté leurs revendications, c'est-à-dire l'ouverture de 2 enquêtes officielles sur les activités du Bureau fédéral des affaires indiennes et sur l'application des traités de paix. Voilà pour les amateurs de bande dessinée. En réalité, l'épisode de Wounded Knee révèle les conditions de vie déplorables des quelques 900 000 Indiens des États-Unis. Voilà un siècle, ils avaient presque été décimés et ce village de Wounded Knee en est un symbole. En 1890, ici, 200 Indiens, pour la plupart des enfants, des femmes et des vieillards, avaient été massacrés par les troupes fédérales. Aux États-Unis, ces Indiens sont bien souvent laissés pour compte. Les statistiques révèlent que le chômage touche 45% d'entre eux, que pour les autres, le revenu annuel est 2 fois inférieur à celui de l'Américain moyen. Ou encore que leur condition de vie est telle dans les réserves qu'ils meurent en moyenne à l'âge de 47 ans contre 70 ans au niveau national. Pour cesser d'être une minorité opprimée et pour s'intégrer à l'économie américaine tout en gardant leurs traditions, les 260 tribus se sont pour la plupart constituées en associations de défense. Il y a 3 ans, le président Nixon proposait aux Indiens un programme d'autogestion. Mais il n'a pas été appliqué, pas plus qu'on a appliqué les 371 traités de paix signés à l'issue de la guerre. Pour protester, les Indiens ont choisi la violence. Le mois dernier, c'était l'occupation du Bureau des affaires indiennes à Washington. Puis, la prise d'assaut du fort historique de Robinson. Il y a quelques jours, des heurts avec la police à Scottsbluff, suivis de l'incendie du palais de justice de Custer. Enfin, le fort Chabrol de mardi, et cette fois, les insurgés seraient décidés à résister jusqu'à la mort. Je vous parlais il y a quelques instants des élections en Irlande du Sud. Il se trouve que notre correspondant là-bas a réussi à nous envoyer les premières images sur les élections en question. Et je pense qu'il va pouvoir tout de suite nous donner les premiers résultats. 1 783 000 électeurs inscrits en République irlandaise. Le beau temps aidant, 80% d'entre eux environ ont accompli hier leur devoir de citoyen. Monsieur Lynch, le Premier ministre contesté, accompagné de son épouse, donnant le bon exemple dès 9 h du matin dans la petite école de Rasgar, au centre-sud de Dublin. Il était suivi 2 heures plus tard du président de Valera, qui, bien qu'aux 3/4 aveugle et âgé de 84 ans, est assez alerte encore pour s'entretenir de politique avec la presse internationale. Les résultats partiels retransmis sans interruption depuis 5 heures cet après-midi par la télévision irlandaise
indique que le Fianna Fáil, le parti de M. Lynch, au pouvoir, devra se battre férocement pour l'emporter. Néanmoins, le Premier ministre, ce qui était attendu, a été réélu dans sa circonscription de Cork. Le compte des suffrages ne progresse que lentement en raison de la participation massive des électeurs. Et le résultat final de ces élections irlandaises ne sera vraiment connu qu'aux environs de 3 heures du matin. Et la physionomie politique évolue d'heure en heure, dans un sens ou dans l'autre, puisque l'opposition, cette coalition entre le Fine Gael et le Parti travailliste, n'a jamais été aussi puissante et coordonnée qu'aujourd'hui. Elle compte dans ses rangs des leaders de qualité, tels Gareth Fitzgerald. Monsieur Fitzgerald, définir le parti que vous représentez comme étant un peu centre-gauche ou quelque chose comme ça? Je crois que oui. Nous étions autrefois un parti assez conservateur, mais pendant 1960, 1965, nous avons changé nettement notre position en adoptant un programme de politique réformiste, plutôt social-démocrate. Nous sommes là dans l'attente des ultimes résultats vraiment définitifs, n'est-ce pas? Quel est votre sentiment, puisqu'il ça se joue à très peu de sièges? Nous croyons que nous allons gagner. Et si par hasard vous ne gagnez pas? Alors, 5 ans de plus dans l'opposition. Un incendie gigantesque a éclaté en fin d'après-midi dans un quartier de Liège en Belgique. Le feu a pris dans un entrepôt de bois. Un building de 7 étages a été complètement ravagé, mais on ignore encore pour le moment s'il y a des victimes. Naturellement, si j'avais d'autres informations sur cet incendie, je vous les communiquerai aussitôt. En attendant une éventuelle intervention du médiateur Antoine Pinet, les aiguilleurs du ciel ont décidé de prolonger leur grève jusqu'à dimanche inclus. De son côté, le ministère des Transports a fait savoir que le fonctionnement du contrôle militaire pourrait être maintenu, le cas échéant, assez longtemps. Quant aux pilotes de ligne, ils doivent reprendre le travail demain, mais la plupart d'entre eux refusent toujours, ils l'ont confirmé, de voler sous contrôle militaire. À l'approche des législatives, M. Marchais a clairement défini cet après-midi la position du Parti communiste entre les 2 tours de scrutin. Il est exclu, a-t-il dit, que le PC se désiste en faveur d'un candidat qui combat le programme commun de la gauche. C'est en particulier le cas de M. Rocard, PSU, qui se présente dans les Yvelines. D'autre part, M. Marchais a rappelé qu'il n'y aurait pas de cadeau, je le cite, à l'égard de candidats socialistes qui ne seraient pas en tête des candidats de gauche après le premier tour. Le Premier ministre Pierre Messmer s'est rendu aujourd'hui dans le 14e arrondissement de Paris pour soutenir la candidature du candidat unique de la majorité, M. Claudius Petit. M. Claudius Petit, je vous le rappelle, se présente contre le député sortant, M. Michel Degrailly. Beaucoup l'ont oublié, moi le premier d'ailleurs, je vous l'avoue, mais c'est un homme qui a créé le Salon des Arts Ménagers en 1923. Je m'en suis aperçu en consultant le dictionnaire. C'était un membre de l'Académie des sciences, Jules-Louis Breton. Et M. Breton était peut-être une sorte de prophète. Il avait deviné, il y a 50 ans, que la libération de la femme passerait inévitablement par un assouplissement de sa condition de ménagère. En tout cas, ce salon est ouvert depuis hier et Jacqueline Tarta vous invite à le visiter. Encore les femmes ou pour les imiter, le Salon des Arts Ménagers avoue aujourd'hui 42 ans, alors qu'il est né en réalité il y a 50 ans. À feuilleter l'album de famille, on constate comme toujours qu'on paraissait beaucoup plus vieux, alors qu'on était beaucoup plus jeune. Ce qui date, c'est surtout la façon de s'habiller. On a 50 ans, mais on présente mieux. On a acquis de l'expérience, et l'expérience, c'est la clé du succès auprès des femmes. Qu'est-ce qui t'est attiré par les arts ménagers? Je crois que c'était les hommes, les techniciens. Mais vous-même, vous n'aviez pas l'idée d'aller à ce moment-là? Absolument pas. Vous savez, on était servis. Et alors, les machines à laver, tout cela, je n'en avais pas. Mais enfin, j'avais tout de même un aspirateur. Je reconnais là un four, une cornue que j'ai eue, qui a été merveilleux. C'était un four extraordinaire, parce qu'on pouvait mettre un rôti et ne pas le surveiller. Il cuisait tout seul. Est-ce que le robot ménager que vous avez là également évoque pour vous quelque chose? Mais oui, bien sûr, c'est le moulin à café. Mais j'en ai encore un. Tenez, le voilà. Ah
Ah, le réfrigérateur, c'est une des premières choses qu'on a eues tout de même. J'avais un réfrigérateur avant la guerre. Le fer électrique, ça a été une nouveauté? Oui, mais enfin, j'ai encore eu des fers aussi que l'on faisait chauffer sur le gaz. Est-ce que beaucoup de femmes sont venues lors des premiers salons? Oui, déjà ça commençait, mais pas comme maintenant, bien entendu. Les appareils exposés n'avaient pas le côté moderne comme maintenant. Ils attiraient beaucoup moins la ménagère. J'ai assisté depuis le premier salon, qui était d'ailleurs très intime, et il y avait relativement peu d'exposants. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, lors des premiers salons? Moi, j'ai faisais une pompe à main. C'était tout à fait mes débuts et mes premiers pas dans l'industrie. Dès que j'ai eu l'idée et la chance de réussir un appareil ménager, n'est-ce pas, à partir de ce moment-là, j'avais pris la décision de travailler exclusivement pour la femme. Quand le poireau est un peu long, bien vous le coupez un peu en trois. La machine à coudre est née en 1830, l'aspirateur et le lave-vaisselle en 1912, le fer électrique et le réfrigérateur en 1913. Alors, me direz-vous, où est la nouveauté en 1973? Dans le perfectionnement. Forme, couleur, grande capacité, automatique. Maintenant, sur le plan sécurité, un enfant ne peut absolument pas se brûler. Rien ne s'est perdu, rien ne s'est créé, tout a évolué. Comme notre monde, dont les arts ménagers sont le plus étonnant symbole. Les gendarmes et les policiers, eux aussi, connaissent l'évolution. Ils ont décidé d'employer les grands moyens pour faire la chasse aux mauvais conducteurs sur les autoroutes. Les gendarmes vont acheter 5 bolides, des Citroën Maserati qui roulent à 240 km à l'heure et qui coûtent chacune 60 000 francs. Pour les policiers des grandes villes et de Paris en particulier, ce n'est pas la vitesse qui importe, mais l'art de se frayer un passage dans les embouteillages. C'est ainsi qu'une vingtaine d'agents cyclomoteurs sillonnent depuis quelques jours les rues de la capitale. Bonjour monsieur, vous circulez actuellement dans un couloir qui est réservé aux autobus. Pendant les heures qui sont interdites, je vous demande de bien vouloir me présenter vos papiers, que je puisse vous dresser une procès verbal. Quelle a été l'attitude des automobilistes en vous découvrant dans les rues de Paris? Bien, ce matin, je veux dire qu'ils étaient très étonnés. Par exemple, dans l'avenue de rue de Richelieu, tout le monde me regardait, un air, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui arrive? Et j'ai dû interpeller plusieurs automobilistes qui circulaient justement dans les couloirs d'autobus. Exceptionnellement, j'ai été un peu tolérant aujourd'hui, mais j'ai quand même dressé contravention pour 2 doubles fils et pour un automobiliste qui circulait depuis un bon moment dans le couloir autobus. Leur rôle essentiel est la circulation. Nous pensons qu'avec les mobylettes, ils arriveront beaucoup plus rapidement sur les points encombrés et accessoirement, et évidemment, une répression, notamment dans les couloirs autobus, qu'il faut maintenir dégagés. Vous constatez qu'il a un casque léger avec une petite visière. Sur le casque, l'écusson police nationale. Ensuite, un blouson de couleur gris clair avec l'écusson également préfecture de police et le numéro matricule. Le sifflet, l'armement traditionnel du gardien de la paix, c'est-à-dire le pistolet automatique. Et bien entendu, le carnet de contravention. Réservé aux autobus. Je m'en suis rendu compte et après je voulais me rabattre et j'ai pas pu. Bien sûr, mais vous savez que c'est interdit, qu'il y a une réglementation qui concerne les couloirs des autobus. Il faut faire très attention maintenant. Après cette description détaillée, les automobilistes parisiens sont prévenus, ils verront venir de loin les gendarmes en cyclomoteur. Dans 2 mois et demi, les Américains vont ouvrir une nouvelle phase de l'exploration de l'espace. L'astronaute Charles Conrad a présenté hier à Washington la mission Skylab, au cours de laquelle 3 équipages voleront en orbite autour de la Terre. Cet engin géant, grand comme un terrain de football, sur chenille, s'appelle le Crawler Transporter.
il va mettre en place la fusée Saturnin B destinée à la première expérience Skylab. Ceci s'est passé il y a 2 jours à Cap Kennedy et c'est à la vitesse d'1 km/h que la fusée rejoint son aire de lancement. Cette expérience Skylab est prévue pour le 14 mai en principe et c'est pourquoi le crawler transporte la fusée. Chacun des éléments de cette chenille pèse 1 tonne. C'est donc le 14 mai que doit partir l'expérience Skylab. Séjour à 500 km au-dessus de la Terre pendant 4 semaines, puis 8 semaines pour la deuxième expérience. Pour le moment, on n'en est qu'à la mise en place. Conrad, Joseph Kerwin et Paul Weitz se préparent pour ce premier lancement. Comme la fusée Saturnin B est plus courte que la Saturne V, on a été obligé de lui mettre un piédestal sur l'aire de lancement. Les Américains appellent cela le chandelier. Dans 1 mois sera transporté sur l'aire de lancement le Skylab lui-même, c'est-à-dire le laboratoire orbital qui est en fait le 3e étage d'une Saturne V. Ce transport se fait à la vitesse d'1 km/h et dure 7 heures. Ici, la tour de sauvetage de la cabine dans laquelle se trouveront les 3 astronautes. Et le point de destination, c'est l'aire de lancement 39B, mais ceci à la vitesse d'1 km/h. Nous n'y sommes pas encore. Qui disait que la télévision empêche le public d'aller au cinéma en l'incitant à la paresse? C'est faux. La preuve en est que la fréquentation des salles de cinéma en France a enregistré cette année une augmentation spectaculaire. Voyons ce qu'en pense M. André Astou, le directeur du Centre national du cinéma. Et pour la première fois cette année, depuis qu'il existe, nous venons d'avoir les statistiques seulement ces jours derniers, c'est pour ça que le renseignement est tout frais, nous avons produit en 1972 120 films. C'est le record depuis le début du cinéma. C'est, je crois, un chiffre qui parle suffisamment pour montrer qu'il n'est pas mort, il s'en faut. Bon, selon vous, à quoi ça tient? Beaucoup de raisons, vous savez, l'analyse détaillée serait difficile à faire. Il y a sans aucun doute un rapprochement des créateurs vers le public. Il y a une élévation également de la connaissance, de la perception du public de films plus difficiles peut-être qu'auparavant. Il y a, je ne voudrais pas être méchant, mais peut-être aussi un peu des habitudes de la part du public de la télévision qui... Les gens n'ouvrent plus leur poste systématiquement. Il y a aussi un énorme progrès qui a été fait dans l'implantation et le confort des salles de cinéma. Les étrangers viennent voir en France, les Américains et les Japonais, ce que nous avons fait. Et puis je dois quand même le dire, il y a eu aussi, pour faire tout cela et pour encourager tout cela, un certain effort de l'État sur le plan de la fiscalité, sur le plan des prix, sur le plan d'un accord qu'on a passé avec l'ORTF. Et je dirais aussi, sur le plan des rapports que nous avons entretenus au cours de ces 3 dernières années entre le Centre national et toute la profession cinématographique dans un cadre de participation et de concertation que pour ma part, je dis avec peut-être un peu d'orgueil, exemplaire. Pour la première fois également, depuis 15 ans, nous enregistrons une hausse sensible du nombre de spectateurs, de l'ordre de près de 5%, enfin 4,70% exactement, par rapport à l'année précédente, alors que généralement on baissait chaque année de 5 à 10%. Pas de surprise dans la composition de l'équipe de France de football qui va rencontrer le Portugal samedi soir au Parc des Princes. Pendant que vous relevez les noms des joueurs sélectionnés, je vous fais simplement remarquer que le Nîmois Adams a été préféré au Niçois Kitay pour épauler Marius Trésor au milieu de la défense. À Bratislava, où se poursuivent les championnats du monde de patinage artistique, la victoire de la Canadienne Karen Magnusson paraît acquise. La favorite, l'Américaine Janet Lynn, a joué de malchance Jean-Michel Lelieu au cours des figures libres. Des images de Bratislava. Oui, précisons au cours des figures imposées et d'un nouvel exercice, figure courte, puisque Janet Lynn, qui était la grande favorite,
a été victime de 2 chutes sur 2 tentatives de double axel. Mais nous allons voir maintenant Miss Koskinen, qui est une Finlandaise, car nous sommes ici en direct, et qui va commencer son exhibition de patinage libre. Au cours de ces exhibitions de libre ce soir à Bratislava, que vous pourrez voir d'ailleurs au cours de match sur la 2 à 22h20, vous suivrez Jeanette Ling, Karen Magnussen et Christina Erath, les 3 prétendantes au titre mondial. Il faut rappeler que Christina Erath est championne d'Europe, que Jeanette Ling n'a pas encore dit son dernier mot car elle est extraordinaire en libre, c'est cette petite américaine que vous avez dû déjà découvrir, et Karen Magnussen est en tête, elle aussi, est habituée aux belles prestations, mais pour l'instant, suivons et écoutons le patinage de Miss Koskinen, Finlande. Qu'importe qu'elle ne soit pas dans les 10 premières, elle ne nous laisse pas de glace. Son professeur en encadré. Deux nouvelles de toute dernière minute. Je viens d'apprendre à l'instant que, selon des informations diplomatiques reçues par le gouvernement des États-Unis, l'ambassadeur américain à Khartoum au Soudan, ainsi que toute la délégation diplomatique américaine, auraient été pris en otage par des Palestiniens. Je ne peux pas vous en dire davantage. Je vous ai lu le télégramme que je viens de recevoir. Je pense que vous aurez des précisions au cours de la soirée, à 24 heures dernière en particulier. Et puis cette nouvelle aussi, c'est notre correspondant en Allemagne que vous avez entendu au début de ce journal, qui vient de nous la donner, il nous a appelé par téléphone. Les bourses des devises seront fermées demain en Allemagne. C'est une nouvelle conséquence de la crise du dollar. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, passez une excellente soirée.